dû faire un retour préparation. Alors, bienvenue tout le monde pour le dernier cours avant Pessah. Parce que je pense que la semaine prochaine, vous serez tous dans vos grillades. Ouais, à cette heure-ci. Ouais. Je sais pas quels sont les minagim tunisiens, mais les Marocains font des grillades. Comment? La pomme de terre et les œufs. Ouais, pomme de terre. Eux et grillades. Non, côtelette, non? Il n'y a pas côtelette? Bon. Tout le monde fait grillade, exactement. Ça dépend s'il y a du cholestérol, ça va. Mercredi matin. Mercredi à midi, tu vas être. Mardi soir, Non. Ah, mardi soir ou mercredi? La veille, Ah, nous, c'était mercredi. midi. Ouais. Ouais. Après avoir tout. Ouais. Il nous reste plus des grillades à faire. Moi, ça me rappelle. Moi, j'ai pomme de terre et œufs. Ça va? Oui, je sais, mais. Bonjour. Salut. Ça va? Alors, on va essayer de faire un méli-mélo entre la pensée juive et la halakha. Il te dira oui, mais sans garantie anti-postillon. Voilà. Mazal tov ou... Non, pas encore. Pas encore, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Je suis bête, oui, c'est pas encore. Bientôt, c'est tout. Il n'a pas encore passé, lui. C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Parce qu'il y a déjà des... Voilà. Oui, il y a déjà. Alors, vous savez qu'on va faire un seder qui a exactement 15 étapes. Ouais, tout le monde connaît la mélodie. Kadesh, Uchaz, Karpas, Yachaz, Magid, Rotsa, Motzi, Matzah, Marok, Orer, Shulchan, Orel, Safoun, Barer, Alamirtza. Ça fait exactement en tout 15 étapes. Maintenant, ce 15 nous dit le Ritva, c'est un maître du Moyen-Âge, se retrouve dans un verset, le chiffre 15, qui est le suivant. Bitroub Hashem Adéad. Faites confiance à Hashem Adéad de façon éternelle. C'est-à-dire que, surtout, il n'y a pas de moment durant lesquels la confiance en Hashem doit te quitter. Parce que parfois, il y a des moments où tu es un petit peu en down et tu as l'impression peut-être d'être un peu oublié par Hashem. Non, ne crois pas. Tu peux faire confiance en Hashem Adéad de façon éternelle. Pourquoi? Quelle est la raison pour laquelle je peux lui faire confiance? Ki beyudke, ki beka Hashem tsur olamim. Car, nous dit le texte, beyudke, avec le nom d'Hachem qui s'appelle Ka, Yudke, Hachem, le bon Dieu, Tsur Olamim, il façonne, il fait une jointure entre les mondes. Bon, voilà un petit peu ce qui est marqué ici dans ce texte. Et le Yudke, vous avez compris en fait que ce Yudke, ça a une valeur numérique de 15. Yud, c'est 10 et Ke, c'est 5, ça fait 15. Donc c'est avec une structure du chiffre 15, une sorte de matrice de 15, que le bon Dieu fait une jointure entre ce monde-ci et le monde futur. Voilà un petit peu le verset un petit peu bizarroïde par lequel nous commençons. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est que nos maîtres ont choisi aussi le chiffre 15, comme je vous l'ai dit en introduction, pour le nombre d'étapes dans le Seder. Il y a 15 étapes. Il y avait aussi 15 marches qui séparaient la cour du Kodesh et Kodeshim, le socle du Kodesh et Kodeshim, sur lequel chacune de ces marches d'escalier, on avait des Lévi'im qui chantaient chacun un mizmor, un cantique. Ce chiffre 15, on le retrouve de façon structurelle un peu partout dans la Torah. On va être la nuit du 15 Nissan, 15 Nissan, qui est le moment où la lune est dans sa plénitude, c'est un mouvement, et après qui va décroître à partir du 15. Donc on comprend ici qu'on touche du doigt quelque chose qui est de l'ordre de la structure et en même temps du point d'inflexion, du point de convergence entre ce monde-ci et le monde futur, sur Olami. Voilà un petit peu ce qu'on va essayer de montrer ici. Alors, votre mission, si vous l'acceptez, sera en même temps de revisiter la façon dont nous pratiquons le Seder, de comprendre quelle est la pensée juive qui se cache derrière ça. Donc on va passer de la halakha, pure et dure, à la pensée juive qui sous-tend cette halakha. C'est bon ou pas? Je commence par la première des étapes qui s'appelle le Kadesh. Kadesh, vous avez compris, c'est le moment où on va lever le verre de vin. Chacun des participants, même les enfants, auront leur petit verre de vin avec eux. Juste au niveau halachique, il faut que le verre contienne à minima l'équivalent de 8,6 cm3. Pour vous rappeler de ce chiffre bizarroïde, il suffit de savoir comment on dit verre en hébreu. Kos. Et kos, c'est kaf, vav et samer. Kaf, c'est 20, vav, c'est 6, et samer, c'est 60.
60 plus 20, ça fait 80, plus 6, ça fait 86. Waouh! Ça veut dire que la valeur numérique divisée par 10, évidemment, du verre, ouais, c'est 86, donc c'est 8,6. Donc 8,6 cm3. Globalement, cette canette de coca, devant mes yeux, je l'ai calculée comme ça, à perte au libo, comme on dit, elle fait 33 centilitres. J'ai un petit peu la fin, toi. Donc vous prenez cette canette, vous la divisez peut-être par 3, un peu moins que par 3. Oui, ça va, j'ai compris, ok. Un peu moins que par 3. Par 4, il fait 4,32, ouais, pas mal, ouais. Presque par 4. Le quart de cette canette, c'est la quantité de ce qu'on appelle le réveillite, ouais, qu'il faut boire pendant ce soir. Maintenant, deuxième difficulté. Expresso longo. Comment? Expresso longo. Expression longo, si tu veux. Ok, si tu le dis, je te fais confiance. Donc maintenant, à Ikea, si vous le voulez, il y a des verres de 8,6 cm3, si vous voulez, de 9 cm3. Il ne faut pas s'acheter. Bon, c'est pratique parce qu'en fait, l'idéal. Ouais. Ah bon? Ah ben voilà, tu vois, t'as compris. Donc, c'est combien? C'est 8,6 ou bien 9? Ah ben tu vois, voilà, magnifique. Voilà. Donc, s'il y a des verres de 9, c'est magnifique. Pourquoi ces verres? Parce que, a priori, l'idéal, c'est de boire cul sec tout le verre. Donc, si tu as un verre, genre royal, a priori, il faut te taper tout le verre. Si ce n'est deuxième solution, là, c'est beaucoup plus. Rouba de Casa, dit Agmara, ça veut dire la majeure partie du verre. Donc si tu as un verre de 1 demi-litre, tu vas te taper 250 centilitres. C'est du lourd. Ouais, c'est presque 9 canettes de coca. Il vaut mieux éviter. Ouais, faut pas être gars. Si en plus tu fais avec du vin, avec du jus de raisin, ça peut jouer, mais du vin, c'est insupportable. Donc il faut être malin. Et donc on se prend. Attention, je vous donne la halakha typiquement sfarade. Le chazouï, je vais dire 15 centilitres. Pas 8,6 mais 15 centilitres, donc c'est un peu le double, peu importe. Mais disons à 8,6 cm3, tu prends un petit verre et tu le bois intégralement. Deuxième solution, en 2 temps. Troisième solution, la majeure partie, ça veut dire 4,3 cm3, un peu plus que 4,3, on est dans les mains. Donc là, un petit peu toutes ce qu'on doit boire. Et toujours dans un laps de temps, on verra ce laps de temps dans la matzah, de 4 minutes. C'est idéal de le faire assez vite. Tu es obligé de finir le verre. Finir le verre, exactement. Alors, à minimum, c'est-à-dire, le top niveau, c'est finir tout le verre. Ouais. Le deuxième top niveau, c'est la majeure partie du verre. Ouais. Et maintenant. On va prendre des petits verres que des grands. Voilà, ça que je dis. L'intelligence, c'est prendre des petits verres. Vous avez des petits trucs à vin, Ikea, tout petit, donc de 9 cm3, et là, t'es tranquille. Mais lorsqu'on fait le kidouche sur un verre de kidouche, Ouais. celui qui fait le kidouche, lui, doit tout boire. Non. Non, lui, il n'a pas besoin parce qu'en fait, il peut s'appuyer sur les autres. Et pour Pessah, tu as raison. Lui, il doit prendre. Je parle de ça. Ah, Pessah, évidemment, lui, pareil. Donc, lui, mais il a le droit de prendre. Il n'est pas obligé de prendre le verre de vin de Tata Hélène en argent qui fait. Exactement, bien sûr. Bien sûr, tu choisis ton verre, sois intelligent. L'idéal, c'est le respect de la halakha, c'est pas tant le. C'est dit qu'il y a des verres en vente chez cette affaire, sur Ikea. Non, chez Ikea. Non, les verres d'espresso longo, ils font 9 cm. 9 cm3. mettre des verres d'espresso à la table de Pessah. Les petits en carton, là. Non, c'est même pas. Les petits en carton. Oui, en carton, même en Non. porcelaine, un truc. Enfin, en porcelaine, c'est mieux, parce qu'en fait, carton, c'est pas très. Non, c'est en porcelaine. D'accord. Parce que c'est du jetable. Donc, jetable, c'est pas trop C'est bien. c'est des verres à café. quoi. Voilà, j'ai compris. Donc là, tu peux. Mais je me rappelle, en argent, ouais, mes parents, ils avaient des petits verres comme ça, c'est top ça. Il y a des petits verres en argent de 9 cm3. Tu connais pas ces petits verres là? Qu'on donnait aux enfants en fait. Comment? Pour faire des verres là avec la... Ouais, ou bien qu'on dévouait. Ouais, c'est ça. Exactement, vérifier, mais je pense peut-être qu'ils font. Un peu, je sais pas s'ils font, mais en tout cas, voilà, ça vaut le coup. Ah ouais, j'adore. Donc là, c'est Kadesh, maintenant. Juste une. Ouais. Il vaut mieux le faire avec du vin. Oui, évidemment, sauf si tu perds les pédales. Moi, personnellement, je fais jamais avec du vin, parce que je perds les pédales. Enfin, je migraine, quoi. C'est pas que je perds les pédales, mais je perds jamais les pédales, en fait. C'est le problème, c'est qu'il me saoule pas. Par contre, il me fait des belles migraines, et après, je suis plus opérationnel. Donc moi, même pour ça veut dire, voilà, c'est compliqué. Mais l'idéal, alors, c'est du vin rouge. Certaines communautés ashkénazes prennent comme idéal du vin blanc. Pas parce qu'ils adorent le Gewürztraminer, je comprends tout à fait. Ouais, mais parce qu'en fait, il y avait tellement d'accusations dans les pays où l'Église était forte du crime rituel des Juifs, hein, que donc il y avait tellement d'accusations de crimes rituels de l'Église, comme quoi, Chas Shalom, on prenait le sang d'un enfant goy et qu'on le buvait. Donc en fait, ils ont dit maintenant prends du vin blanc pour ne pas nous accuser d'avoir bu le sang. Vous comprenez pas? Donc il y a certaines communautés ashkénazes qui ont persévéré. Après lui, toujours on préfère le rouge,
Ouais, mais le blanc peut être utilisé, bon, en tout cas nous c'est pas le cas, on prend du rouge, donc l'idéal, je dis bien, du vin rouge. Maintenant, pensez juif qui est derrière tout ça. Tout individu dans la vie. Plateau, c'est- Comment plateau rose, non, faut mieux éviter. Est-ce que c'est du vin? Je sais pas si c'est du vin. Moins alcoolisé, mais- Oui, non, ouais, c'est un peu moins alcoolisé. Oui, mais moins alcoolisé que le rouge. Moins que Oui, c'est du vin. Le rose c'est mieux quoi, ouais, c'est du vin, pourquoi pas. Why not? Ouais, why not? Parce qu'il est acide. 5 degrés et demi, exactement. Exactement, c'est mieux ça peut-être, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Donc maintenant, regardez. Kadesh vient de la Gdusha. Tout individu dans sa vie a des moments durant lesquels il a une velléité de se rapprocher du bon Dieu. Ces moments en question ne sont pas forcément réguliers, mais arrivent dans des occasions particulières. On rencontre souvent des gens qui sont interpellés par la spiritualité, malheureusement, soit dans les hôpitaux, soit dans les cimetières. Et c'est à ce moment-là, l'individu, il a une volonté, une velléité de grandir en spiritualité. C'est la Gdusha. Maintenant, cette Gdusha, il faut être capable de prendre la balle au bon et de tout simplement attraper ce qu'on peut attraper. La personne va s'accrocher, par exemple, un Baal Tshuva va s'accrocher à des choses très, très symboliques, qui sont presque de l'ordre du fétichisme, mais c'est pas grave. Il a besoin de marquer le coup dans sa velléité de faire les mitzvot. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, ce premier niveau pour Kadesh, débouche sur Uchatz. Kadesh, Uchatz. Je l'ai marqué ici, exprès en littéral. Pourquoi? Parce que si tu veux de la Gdusha, ça t'oblige, Uchatz, à te laver les mains. C'est quoi laver les mains? On va faire ce qu'on appelle un Netilat Yadayim sans bracha. Pourquoi sans bracha? Parce que c'est le Netilat Yadayim qu'on fait toute l'année avant de tremper quelque chose dans un liquide. Par exemple, tremper son croissant ou son pain au chocolat dans du lait nécessite, vous le savez, je vous l'apprends, un Netilat Yadayim sans bracha. Et là, comme on va déboucher sur le karpas, donc la fameuse feuille de céleri que tu vas tremper dans de l'eau salée, alors c'est un vestige, si vous voulez, de l'époque du Beth Amikdash, où les mains peuvent contracter de la touma, et lorsque tu vas tremper quelque chose dans un liquide, quelque part, tu peux rendre le liquide et l'aliment tamé, par le biais de la conduction du liquide. Ça, c'est le principe de l'époque. Le vestige de cela, de l'époque du Beth Amikdash, où on jouait avec la loi de pureté, de l'impureté, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de loi de pureté et d'impureté, on est tous impurs. Ouais. Cette pureté qu'on connaît, c'est le mikvé au niveau de la nida, mais à part ça, le fait de toucher par exemple une fourmi nous rend complètement tamés. Donc on n'a plus le Beth Amikdash pour nous enlever cette souillure de la touma. Le seul vestige que nous avons, c'est au niveau nida. Mais même une femme qui irait au mikvé, ouais, alors il suffit qu'elle touche quoi que ce soit qui est tamé pour être encore tamé. Le mikvé est cachère, mais les notions de touma sont encore préservées, enfin, existent aujourd'hui dans la mesure où le Beth Amikdash n'est pas là, donc il faut tous tamer. Ouais. Maintenant, pour ne pas perdre, explique le Mishnah Berurah, pour ne pas perdre cette habitude de l'époque du Beth Amikdash, de façon à ce que le jour où le Beth Amikdash soit là, on puisse être encore prêt à faire comme il faut les mitzvot, on a gardé cette halakha. Donc cette halakha, elle dit, je répète, je fais Netilat Yadayim sans bracha avant de tremper ton céleri, et pas que vous verrez dans la Gadot, il est marqué, le chef de famille va se le... Ouais. C'est ce que il faut dire. Voilà, c'est faux, c'est tout le monde. Ah ouais. Ouais. Pas que le boss. Ouais. Donc ça évitera déjà les querelles du type pourquoi c'est toi le boss. Ouais, non, je rigole. Ouais, d'accord, donc on a gagné ça déjà. Donc je répète, tout individu, encore une fois, tu prends ton croissant dans ton truc, tu vas faire pareil, et ici, les personnes vont toucher ce céleri, c'est pas du céleri, enfin chacun avec ses minagim, je ne connais pas les autres, ouais. Donc avec de l'eau salée, chacune des personnes va aller faire des télim sans bras. Alors maintenant, c'est quoi l'idée? La pensée juive qui est derrière. Tu as une vérité de Gdusha, il faut que tu commences à te laver. C'est quoi te laver? Ça veut dire commencer à arrêter de faire ce que tu faisais avant. Ouais. La personne était dans les restos pas cachers, stop, ça suffit. La personne, faisait les soldes Shabbat, c'était hyper agréable. Il y avait le club tennis piscine Shabbat, boum, on se lave de ça. Ouais. On se lave de ça, ça c'est Uchatz. Ouais. Maintenant, ce Uchatz débouche sur la troisième étape, Karpas. On a dit Karpas, c'est l'herbe qui est comme le céleri par exemple, que je trempe dans de l'eau salée pour essayer de goûter à cette amertume.
Ce karpas, ouais, je vais le tremper dans l'eau salée. Ça veut dire, cette déconnexion que j'ai de mon restaurant, de mon trip pendant Shabbat, ainsi que tout ce que j'ai pris sur moi, karpas a un goût amer. C'est pas évident de se déconnecter des choses qui sont interdites par la halakha, mais qui avaient du goût dans mon existence. Ouais, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'une personne qui fait faire les soldes Shabbat, on peut imaginer que c'est pas simple. Surtout s'il troque ça après le 7 juillet, je crois que c'est 7 juillet, les soldes de juillet, pour un Shabbat qui n'en finit plus. Ouais, jusqu'à 23h30, à Paris en tout cas, ouais. Dans lequel il ne sait pas comment tuer le temps. Entre ça et le moment où il faisait les soldes Shabbat, vous comprenez qu'en termes de goût, ouais, c'est pas la DAF qui fera le. Ouais, parce que la DAF il avait de toute façon, donc c'est pas. Ouais, donc il avait tout, ouais. Vous comprenez que c'est compliqué. Ça, c'est la dimension insipide. Karpa, c'est dur. Ouais. Donc j'ai une vérité de spiritualité qui impose un lavage. Mais ce lavage, quand je fais un petit peu la prise de conscience, je vois que c'est pas si simple. Pas si simple. Qui plus est, je récupère à l'extérieur, enfin, à l'intérieur même de ma famille, des réflexions qui sont des réflexions un petit peu dénigrantes. Arrête de jouer le Rabbi Jacob, finalement, plus que ça. Des personnes qui vont dire, mais finalement, je te sens pas très épanoui dans ton trip là. Viens avec nous, t'es piscine sympa et tout, comme avant, ouais. Et la personne dit, non, je veux pas, parce que moi c'est la Torah, ok, mais la Torah, t'as pas l'air très très épanoui là-dedans. Ça, c'est le karpas, ouais, karpas. Maintenant, ouais. Les maîtres font une remarque intéressante, je peux te partager, s'il te plaît, Christaline. Ah, en partage, merci beaucoup. Les personnes, ouais, karpas, les maîtres font la remarque suivante, karpas vient des lettres kaf, resh, p et samer, qui veut dire klal, rishon, p, sagour. Le premier principe pour avancer en spiritualité, c'est fermer ta bouche. Pas parce que tu vas plus au restaurant, parce que tu vas essayer de te laisser pénétrer par tout ce que tu vois, que tu entends. Ça veut dire qu'en fait, alors à Mavdil, mais je me rappelle, j'avais une amie en prépa, dont le père était un des grands, enfin un des fondateurs, ou bien c'était un des grands de la loge du Grand Orient. Ouais. Donc maçonnerie, je lui demandais, raconte-moi c'est quoi la franc-maçonnerie, moi ça m'intéressait. Et elle m'a dit en fait que parmi les choses que j'ai apprises dans ce monde-là, c'est que la première année, les gens qui rentrent dans la franc-maçonnerie n'ont pas le droit de s'exprimer. Ils doivent assister à toutes les conférences. Ouais, il y a tout un cadet, hein, je passerai régulièrement devant. Le Grand Orient de France là-bas, un énorme amphithéâtre et tout ça. Plein de gens là-bas qui ont l'air comme ça, des intellos, des gens, ouais, bref. Donc ils ont un an durant lequel ils sont en immersion totale, ils n'ont pas le droit de s'exprimer. C'est intéressant, ça veut dire il y a une façon d'accéder, alors eux à leur discipline, nous à la spiritualité, qui consiste à se laisser pénétrer par ce qui est autour de toi. Et c'est quoi l'intérêt de se laisser pénétrer? Parce qu'en fait, et puis du temps, vous verrez, ça je vous donne quelque chose que j'ai réalisé, un copain m'a fait réaliser que très souvent quand tu écoutes quelque chose, on a tous comme ça tendance, quand on a par exemple, tu as 22, 23 ans, bientôt 23 ans, tu vois, Elsa, Mazel Tov, vous faites. Non, j'ai vu ça sur TikTok, non. Donc, ouais, lorsqu'on est à 22 ans en général, on est déjà formé. Au niveau intellectuel, au niveau à peu près émotionnel. Ça veut dire que notre structure, notre matrice intellectuelle, notre matrice de savoir est déjà faite. On a déjà appris à ingurgiter plein de choses. Ouais. Donc 22 ans, tu es déjà fait. Ouais. Maintenant, grande est la tentation, une fois que tu es fait, tu as une structure déjà faite, tu as une façon de réfléchir, une façon de travailler. Grande est la tentation que lorsque tu écoutes quelqu'un, de le placer dans la case de tes matrices. Ah ok, ça me rappelle ça. Ah oui, donc ça, ok, je mets là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, fondamentalement, on n'est pas prêt à chambouler la matrice. Tu n'es pas prêt à entendre que ce que tu vas voir maintenant, tu vas entendre maintenant, est quelque chose qui est totalement révolutionnaire. Et or, la Torah, je parle bien, donc la Torah étant révolutionnaire, il faut essayer de se départir de ce réflexe de je place dans une case qui fait que je ne suis pas chamboulé. Je ne sais pas si tu veux bouger, je ne suis pas bouleversé par une parole de Torah. Et ça, c'est le plus grand frein à la Chorma. La Chorma, c'est la faculté de se laisser bouleverser en permanence. Alors, je vous ai dit, une fois, j'avais
eu la chance de pouvoir parler pendant 2 minutes. Voilà, 2 minutes, c'est énorme avec Rav Steinman, je vous pose une question personnelle. J'avais été frappé par la candeur de ses yeux. Donc c'était un visage, il y a plus de 90 ans à l'époque, c'était un visage qui était déjà fripé, un corps qui était abîmé par l'âge, mais des yeux d'une vivacité complètement folle. Et je me disais, mais pourquoi tous les gdolim, tous les gens ont des yeux tellement brillants, tellement candides? Alors, la réflexion que je me suis faite, et je pense que c'est juste, c'est que c'est des personnes qui passent leur vie à redécouvrir le monde à chaque fois. Ils ont vu 1000 fois une Gemara, donc ils connaissent tout ce qui a été dit, ils ont déjà dit des dizaines de shiurim sur telle Gemara, et ils prennent la Gemara comme si je découvre totalement. Et ce regard vierge, ça c'est l'enjeu de la Chorma. Ça crée ces individus qui sont en permanent bouleversement. Et c'est ça en fait la vie. La vie elle est excitante, parce que vous comprenez, un bonhomme de 90 ans, les gens sont blasés à 90 ans, même à 60 ans aujourd'hui ils sont blasés, ouais. Sur 62, 64 ans, ouais, il est rapidement blasé, ouais. Finalement, 62, 64 ans, c'est juste l'âge à partir de laquelle les personnes vont faire des méga dépressions terribles, quoi. Ouais. À partir de 62, 64, c'est juste la question, c'est l'âge de la dépression, quoi. Genre, ils arrivent à plus bosser, ils ne se rendent même pas compte à quel point, quand tu t'arrêtes de bosser, tu ne sais plus quoi faire dans la vie. C'est une catastrophe. C'est le nombre de suicides qu'il y a en Europe, de cadres supérieurs qui arrêtent le boulot. Le suicide. Qui d'un coup réalisent, en fait, c'était des ingénieurs, puis en fait, ils n'ont rien fait dans leur vie, quoi. Ils étaient les objets d'une... C'est juste une petite parenthèse par rapport à cette phrase, à ce moment que nous vivons. J'espère que vous ne ferez pas grève au prochain chiot, j'espère. Par rapport à ce que je viens de dire, ouais. Il y a une formation maintenant obligatoire avant de prendre ses droits à la retraite dans certains pays. En psycho, voilà, tu vois, merci. Tu m'emmènes toujours des éléments très pertinents, Razak. Ouais. La dernière fois, c'était pour la façon positive de Razak. On appelle Razak. Alors, ok, donc vous avez compris, Karpas, ouais, c'est quelque chose d'insipide, et tu sais quoi? Pour l'instant, n'ouvre pas ta bouche. Pour l'instant, essaie de comprendre ce qui se trame ici. Reste silencieux. Yachatz. À partir de ce moment-là, vous vous rappelez. Alors, au niveau de la j'ai oublié de vous dire, on va faire Boré Peri Adama, puisque c'est un légume. Donc, on fait Boré Peri Adama, en pensant, n'oubliez pas, à s'acquitter du maror. On comprendra après. Ouais, une fois qu'on aura fait toute la gada, on va faire le maror, on va faire Motsi, Matzah, maror, korer. Le maror, il y aura un grand laps de temps, puisqu'on aura pas mal tchatché, on aura fait toute la gada. Ouais, alors, on pense à s'acquitter du maror pour ne pas avoir besoin de refaire Boré Peri Adama. Donc, je fais Boré Peri Adama sur le céleri, je le trempe, mes mains sont propres, je le trempe dans le sel et je mange ce céleri et j'essaie de réfléchir à toute la difficulté que j'ai dans ma spiritualité. Ouais. C'est pas simplement l'assujettissement des béné Israël, c'est aussi mon assujettissement personnel, parce qu'on essaie de toujours ramener les choses à nous-mêmes. Maintenant, Yachat, à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle le Yachat. Donc je vous rappelle, on a 3 matzot. Qui me donne les couverts là, comme ça je fais vraiment le... Ah, super, magnifique, extra. À votre bon cœur, extraordinaire. Tac, tac. Donc j'ai ici 3 matzot, comme vous voyez ici. Ouais, 3 matzot. Ouais. Donc, on prend la matzot du milieu. D'accord? Pour moi, elle ne se casse pas là, c'est très ça c'est le du haut, ça c'est le du milieu. Je la prends et je vais la couper. Ouais, je vais la briser en 2, de préférence avec une partie grande et une partie moins grande. C'est très facile. Ouais, parce qu'elles sont tellement bizarroïdes, nos matzot, ouais. Maintenant, là, la partie petite, on la laisse entre les 2 matzot. Et la grande, vous savez, d'afikoman. D'accord, donc on la met de côté. C'est le moment où jamais pour ces enfants, quel que soit leur âge, d'aller la chipper pour négocier ensuite, ouais, tout ce qu'on veut à ses parents. Rappelez-vous. Donc là maintenant, je me retrouve maintenant avec un plateau. Donc il y a celle du haut qui est pleine, celle du bas qui est pleine et celle qui est à moitié. On retrouve l'idée aussi, on verra, de l'echem oni. Ouais, l'echem oni, c'est le pain de misère, le pain des pauvres, parce qu'en fait, ils n'ont pas la chance d'avoir une baguette complète. Ils ont des morceaux de pain. Ouais. L'echem oni, c'est la définition de la matzah, c'est le pain des pauvres. Vu les tarifs d'aujourd'hui, c'est aussi le pain qui rend pauvre. Ouais. Mais ça, c'est un autre problème. Ouais. Donc ça, vous avez compris maintenant. Donc j'ai la ficomane qui est ici maintenant. Il me reste juste un petit bout, ouais, de pain. Et donc voilà mon plat. Enfin, voilà mes 3 matzot du Seder. Ça, c'est donc, je répète, le Yachatz. Qu'est-ce que veut dire au niveau pensée juive le Yachatz? Yachatz, ça veut dire que je ressens dans cette vérité spirituelle, comme c'est insipide,
il y a beaucoup de choses qui sont insipides et qui sont complexes, crée chez moi, mettre en exergue chez moi, yachatz, une fracture. Une fracture évidente, un schisme à l'intérieur de moi, qui est, je rentre dans la spiritualité, parce que j'escompte un équilibre, je suis attiré par ça, j'escompte une vie plus dense, plus vraie, mais pour l'instant, ce que je vis au quotidien, je n'arrive pas encore à voir cette lumière qui m'anime. Vous comprenez ce schisme-là? Ouais, donc tu as envie de faire les choses bien, mais finalement, c'est pas top pour toi. C'est pas top pour toi. Et donc tu vis à l'intérieur de toi un schisme. Ouais, et très souvent ça se manifeste parce que bon voilà, j'ai pris sur moi ça, mais maintenant enfin, c'est un peu trop lourd, c'est un peu trop dur, donc je reviens en arrière. Ouais. Et certains malheureusement abandonnent tout. Ouais, j'ai voulu, j'ai essayé, finalement j'ai pas été aidé, donc ciao. Ouais. Alors c'est ça un petit peu ce point de fracture. Yachat, donc c'est cette matza qui est brisée, qui correspond à la brisure que tu as à l'intérieur de toi, ce schisme que tu as à l'intérieur de toi. Maintenant, ouais, c'est que j'ai marqué le malaise dans la tchouva. Alors, comment on sort de ce schisme? Très simple, Maggid, 5e étape. Maggid, c'est le récit. Le récit, il est extrêmement intéressant, n'oubliez pas. Matrilim begnout ou mesaimim bejvar. Il est placé, dit la Gemara, selon une trame. On va commencer par faire le récit des parties d'ombre de l'histoire juive, pour ensuite déboucher sur l'émergence de la lumière, par le scintillement de la beauté de notre relation avec Hachem. C'est la raison pour laquelle, vous allez voir, on va parler de l'histoire de Avraham. Avraham, qui était un idolâtre et qui est sorti de Mésopotamie. On parlera aussi de Yaakov, Arami Ovedavi, il y avait un araméen qui a essayé de démouiller. On parle de toutes les parties complexes de nos origines pour déboucher ensuite sur cette sortie d'Égypte absolument magnifique. On va parler aussi donc il y a l'histoire des Avot, des patriarches, histoire singulière, individuelle. On parlera aussi de ce même mouvement, le peuple juif qui était en esclavage et qui va s'extirper. Donc ce sont les deux trames historiques que nous racontons dans le Maggid. Maintenant, le Maggid a pour particularité, c'est qu'il se fait sous forme de questions-réponses. Ma nishtana alayla azé. Ouais. Qu'y a-t-il de différence? Et on essaie de créer de l'intrigue. On enlève le plateau, on recouvre le plateau. On dit non, c'est un chaos assez incroyable qui se passe ici. On n'y comprend rien. Il y a plein de signaux indicateurs de rien du tout. C'est pour essayer d'éveiller l'attention en permanence. Maintenant, la question-réponse oblige un individu pas simplement à être dans une sorte de spectacle de l'histoire, mais d'être dans une réflexion, d'être impliqué dans cette histoire. Question-réponse. Et être dans une intersubjectivité pour essayer de comprendre ce qui se trame là-dedans, dans cette histoire, et dans quelle mesure je suis aussi dans cette histoire. C'est-à-dire que je dois essayer de réfléchir aussi à mes zones d'ombre personnelles. C'est ça le Maggid. Et ce n'est qu'à partir du moment où je vais réfléchir à ces zones d'ombre personnelles que je pourrai, quelque part, trouver une solution par rapport à ce chiffre à l'intérieur de moi. Ce n'est que par le biais de l'étude, le Maggid, c'est aussi la Haggadah, c'est aussi le principe de l'étude de la Torah. Ce n'est que par le biais de l'étude de la Torah, une étude qui n'est pas une étude technique, ouais, qui vise que la halakha, mais une étude dans laquelle tu vas sentir qu'il y a un problème existentiel qui est soulevé par le texte et qui peut répondre à tes problèmes existentiels. Ça, si tu veux, c'est l'aller-retour entre toi et le texte. Et donc, il faut essayer à fond d'actualiser les choses. Encore une fois, ce n'est pas un récit historique, ouais, mais on va essayer de voir dans quelle mesure ce sont des choses qui me parlent, qui sont proches de moi. Ça, c'est le principe du Maggid, le récit. Ouais. Donc, il débute par des zones d'ombre, récit en question-réponse, et le dire à autrui. Et il n'y a que à partir du moment où tu commences à pénétrer le texte en profondeur. En profondeur, ça veut dire essayer de comprendre en quoi ça me parle, en quoi ça soulève des interrogations existentielles, que tu peux commencer à trouver une certaine forme de paix intérieure. Ce schisme, petit à petit, va prendre sens. C'est-à-dire, va quelque part trouver un lieu de résolution. Et ça ne se fait que par le Maggid, 5e étape. Petite parenthèse, puisqu'on parlait tout à l'heure des Balei Teshuvah, la plupart des Balei Teshuvah en général s'arrêtent au Yachatz, au schisme. Qui fait que tu verras beaucoup de Balei Teshuvah qui pratiquent impeccablement les choses, qui n'ont pas
qui n'ont pas été de façon molle dans la pratique des mitzvot, mais qui n'arrivent pas à faire passer le message aux enfants. Et pourquoi ils n'arrivent pas à faire passer le message? Parce qu'en fait, étant donné que ce schisme, il est apparent chez les enfants, ça se voit en fait. L'absence de plénitude dans ce qu'on fait, ça se voit. Donc du coup, les enfants ne sont pas attirés par la chose. Donc, tu vas avoir des gens extrêmement bien pratiquants, pas des tocards, pas des rigolos, ouais, ceux qui font les choses comme il faut, mais comme ça chante pas en eux, quelque part, c'est pas conductible, c'est pas transmissible. On peut transmettre que la joie, c'est la seule chose qui peut être transmissible. Donc ça, c'est le Maguid. Après ce Maguid, intervient un Rortsa, un deuxième Netilat Yadayim. Maguid, il est long, hein. On arrive maintenant à Rortsa, ça veut dire deuxième Netilat Yadayim, qui cette fois-ci se fait avec bracha. Je vais faire une bracha. Alors, quel est le sens de ce lavage des mains? C'est qu'en fait, grâce au Maguid, j'arrive maintenant à ne pas faire un lavage superficiel comme le premier lavage qui était sans bracha, dans lequel j'étais obligé, puisque je veux de la Gdusha, je me départis de ça et ça. Mais là maintenant, c'est quelque chose qui est plus pensé en fonction de ce que je suis. Peut-être que je suis allé trop vite en besogne. Peut-être que j'aurais pas dû aller, j'aurais pas dû peut-être prendre ça dans la Torah parce que finalement c'est trop dur pour moi. J'ai monté trop vite ou j'ai monté pas assez vite. C'est-à-dire que d'un coup, ce lavage il est plus pensé, donc il a une bracha. Il est avec bracha. Vous comprenez le point? Une fois que j'ai fait cette Netilat Yadayim classique, alors on va faire deux brachot, motzi et matzah. Motzi, donc c'est la bracha du pain. Je vous rappelle qu'il faut alors au top niveau, c'est manger 5 kazetim. Alors, kazaït, on peut dire, plein de chitotes, que c'est 20 grammes. C'est quoi 20 grammes? Vous prenez une matzah shmura machine, c'est un tiers de matzah shmura machine. Quand vous voyez les matzah shmura machine, tous les chabad les distribuent en général, ouais. Tu prends un tiers de ça, c'est à peu près 20 grammes de matzah. C'est quoi l'origine du kazaït? Je vous rappelle, le kazaït, c'est 29,3 cm3. C'est un volume, le kazaït. Maintenant, est-ce que c'est bien 29,2 secondes? Je ne sais pas. Je t'ai marqué ici pour ne pas. Alors, Nadine. Voilà. Je m'excuse, 27 cm3. Je ne sais pas pourquoi je dis n'importe quoi. Donc, en fait, le kazaït, la quantité requise, c'est 27 cm3. C'est un volume. Maintenant, si tu prends 20 grammes de matzot, ça rentre dans 27 cm3. C'est-à-dire le rapport masse volumique de la matzah est supérieur à l'eau. On n'a pas dû prendre 27 grammes. Non, justement, parce que c'est un volume. Exactement. Donc, Rabbetzio, comme ça, il est pensé que beaucoup sont passés comme ça, c'est un volume. Donc, du coup, kazaït, ouais, c'est le volume d'une olive, enfin, des olives de l'époque, ouais. Donc là, du coup, avec 20 grammes, je m'en sors. Inversement, quand on prendra kazaït du maror, il faudra 30 grammes. D'accord? Donc, c'est pour ça que vous avez Et, alors, 20 grammes, je vous ai dit comment s'en sortir. Vous prenez donc la matzah shmura ronde, ouais, pas la bienfaisance, hein. C'est vrai, matzah shmura. Un tiers, ça fait 20 grammes. Idéalement, on va manger 5 kazetim. Ouais, 5. Ça veut dire, le premier, c'est motzi, 20 grammes. Le deuxième, c'est matzah. Parce qu'en fait, il y a à la fois la mitzvah de faire amotzi lechem minaretz comme tous les yom tov. Vous vous rappelez que tous les yom tov, vous pétrissez ou vous achetez des chalotes pour faire le repas. Donc là, c'est le motzi classique de yom tov, sauf que se superpose à ce motzi le devoir de manger la matzah, qui est une mitzvah à part entière. Ouais. Il y a une mitzvah de manger la matzah. Maintenant, cette matzah, il me faut 20 grammes aussi. Donc ça fait motzi matzah, 20 grammes plus 20 grammes, ça fait 40 grammes. Ouais. À la première bracha motzi matzah, tu te retrouves avec 2 kazetim, exactement. Maintenant, il y a des soldes, hein, pour ceux qui ne peuvent pas, qui sont fatigués. Voilà. Et après, ouais. Je vous donne après l'a priori pour l'instant. Ouais. Maintenant, tu peux descendre jusqu'à 15 grammes. 5 fois 2 tiers. Alors attends, 2 secondes. C'est le gros bord le 5e. Mais 4 en général, il faut. 4 fois 3, 120 grammes. Ah, ça va, 120 grammes, ça va, c'est un sandwich. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, on n'a qu'une moitié de matzah déjà.
Parce qu'il y a la moitié, parce qu'en fait, c'est parmi la moitié de. Non, tu complètes avec l'autre. Oui, d'accord, non, je sais, mais après, le problème, c'est qu'on a une table de. Alors, encore un kilo. T'es pas à 500 euros près. C'est sûr qu'on. Non, mais c'est pas ça. Tu peux compléter avec d'autres matières. Oui, oui, bien sûr. Il faut qu'il y ait un morceau, un micro-morceau si tu veux. Ouais, et après tu vois, évidemment. Sinon c'est la folie. Ça, Ouais. c'est la matzah du milieu. Alors, 2 secondes. Motzi. Motzi de la matzah du milieu. Et comme tu dis dans la foulée, tu dis pardon. Amotzi lechem meretz. Asher kizimot de lezveno al achilat matzah. Et boum, d'un coup, tu prends à la fois de la matzah du haut et de la matzah du bas. La matzah du haut, c'est matzah, pour matzah, et la matzah du milieu, pardon, pas du bas, du milieu, c'est... Ouais, alors maintenant d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, quand je fais amotzi lechem minaretz, j'ai les 3 matzot ici, plus celle qui est défoncée, c'est la défoncée, ouais. Donc je prends le plateau comme ça, retenez bien comme ça. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, amotzi lechem minaretz. Et à ce moment-là, ouais, je lâche celle du bas. Ouais, sans la casser, attention, parce qu'après c'est altané. Après, j'ai plus que 2. J'ai 1,5 en fait. Là, j'avais 2,5. Je dois avec 1,5. Et là, je vais faire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shakidei tzivanu, al achilat matzah. Et donc, à ce moment-là, je vais pouvoir manger. Donc, je vais prendre des 2 bouts en même temps. Et je distribue des 2 bouts en même temps. D'accord? Et je complète avec la matzah. Et je complète avec la matzah. Chacun complète. Et 2 tiers de matzah à ce moment-là. À ce moment-là, tu donnes 2 tiers de grande matzah, shmoua, exactement. Idéalement, en 4 minutes. Ouais. Maintenant, à partir du moment où tu commences à engloutir, ce qui fait qu'il est... Bon, tu peux éventuellement... Il y a une technique qui consiste à remplir au maximum et le thermomètre, enfin le chronomètre, pardon, ouais, désolé, je commence à perdre un peu la température, ouais. Je parle du vin et je suis enivré, c'est magnifique. Ouais. Donc, à ce moment-là, donc ça commence à ce moment-là, donc en 4 minutes. Un jour, j'ai posé la question à mon rêve, il m'a dit, tu manges aussi vite que tu peux. Ouais, parce que c'est compliqué 4 minutes. Aussi vite que tu peux, tu fais ton maximum. D'accord? Vous avez compris maintenant, je répète, on était comme ça. Ouais, je lâche, boum. Et maintenant, je vais manger. Celle-là, elle lui servira, n'oubliez pas. Exactement, bravo pour le sandwich. Exactement. Donc là, on est bon. Est-ce qu'on est bon jusque-là? Ouais. Donc ça, c'est motzi matzah. Maintenant, c'est quoi le sens profond de motzi matzah? Motzi en hébreu, ça veut dire je trouve. Ouais, motzi, je trouve. Et matzah, ça veut dire j'ai trouvé. En onomatopée, attention, parce que normalement matzah, c'est avec un et matzah, c'est aleph, ouais, mais c'est pas grave. Motzi, ça veut dire j'arrive à me trouver. Ça veut dire une fois que j'ai fait le maguide, j'arrive à créer de la connexion entre ces objets de mitzvah, ces études de la Torah et moi-même. Donc j'ai créé une zone d'équilibre qui fait que je peux dire que j'arrive je m'y retrouve. Je m'y retrouve. Avant, ça avait l'air d'une sorte de carcan bizarroïde qui était décrit par tout le monde et qui était aussi même ressenti par moi comme étant un carcan. Puis d'un coup, maintenant, ça fait sens. Et non seulement j'arrive à m'y retrouver, motzi, mais matzah. Il a trouvé. Ça veut dire les gens disent sur moi qu'il s'est trouvé. Vous ne comprenez pas? C'est même le constat des autres. Ouais. Ça, c'est motzi matzah. Ah, une fois que j'ai fait motzi matzah, maintenant on attaque le maror. Donc, comme je vous l'ai dit, le maror. C'est quoi le tarif soldé là, du tiers? Du tiers, 15 grammes. Petite débrouille. Oui, maintenant, petite parenthèse, si vous voulez être sûr, vous avez le droit d'utiliser une balance. À aiguille, bien sûr. Bravo. Pendant Yom Tov. Bravo, pendant Yom Tov. Si tu veux calculer. Ouais. Tu peux mesurer. Normalement, pas de faire de mesure parce que ça sent le business, tu vois. Ouais, mais là, c'est comme c'est pour la mitzvah, il n'y a pas de souci. D'accord. Maintenant, tu peux aussi prévoir à l'avance. Voilà, par exemple, le maror. Alors vous prenez des romaines, je sais pas, bon, il faut faire bien la dédica, faites attention qu'il n'y ait pas des occupants dans la salade, très échelon, parce qu'on a tout perdu, ouais. Mais donc, alors, sur les endives, après chacun en trouve ce qu'il veut. Je connais pas le ratio, hein. C'est-à-dire, je peux vous dire pour la matzah, je peux vous dire pour le maror, faites le test, 30 grammes, ouais, de maror. Pourquoi 30 grammes? Parce qu'en fait, il a ça veut dire sa masse volumique et moins que l'eau. Bref, je vous laisse inverse, merci. Ouais. Ceci n'est pas un QCM. Ok, ouais, je te serai exactement. Ouais. D'accord, donc le maror, donc on va manger les herbes amères. Ça, c'est l'aspect halachique. Pour le carpas, il y a une dose ou c'est juste Non, moins, bravo, Khazak, j'avais oublié de vous dire,
Moins que kazaït, obligatoirement, parce que sinon tu dois faire bracha harona après. Il ne faut pas. Donc tu prends un petit bout. Ouais. De toute façon, pourquoi pour le Maroc tu dois... Mais le maror, après, j'ai le droit. J'ai une quantité minimum. J'ai déjà fait moi aussi. Exactement. Ah oui, oui. Je suis tranquille. Bravo. Bravo, Khazak. Ouais. Donc le carpas, parce que sinon ça m'oblige une bracha. Donc en fait, tu prends des petits bouts de carpas. C'est juste symbolique. Quoi. Symbolique, exactement. À la Meknassi. Le cours du céleri a explosé depuis quelques temps, donc voilà. Le céleri comme les tarfas, pareil. C'est même. Ok, donc maintenant ça c'est Motzi Matzah. Ensuite Maror. Maror donc indique le Zarbazam. Alors c'est quoi l'idée? C'est qu'une fois que j'ai réussi à me trouver, alors maintenant j'arrive à voir quel est le vrai Maror de mon existence. Comment j'ai fonctionné au début? Au début je voulais la spiritualité, donc je dis j'applique une tchouva White Watchers. Il y a avant-après, point barre. Je coupe avec le passé. Et là maintenant je me rends compte que j'ai coupé avec des choses que j'aurais pu finalement pas forcément couper. Et la chose que je pourrais faire, c'est que j'ai une beaucoup plus grande lucidité sur les véritables zones de maror de mon existence. Ouais, d'ailleurs, la plupart des gens qui font tchouva se ruent dans les mitzvot ostentatoires en général. Ouais, ils aiment bien montrer qu'ils font tchouva. Puis d'un coup, ils se rendent compte, mais tu sais, c'est bien beau, mais j'ai fait tchouva là-dessus, sur Shabbat, sur plein de choses, mais finalement, je suis toujours aussi, on va dire, un petit peu pourri dans ma façon de moquer tout le monde. Ouais, et de parler du mal de l'un et de l'autre. Ouais, ça veut dire, d'un coup, je réalise que le vrai maror, c'est peut-être ça. Alors, c'était bien beau de faire tout ce que j'ai fait, mais quelque part, il y a quelque chose qui est lourd chez moi. Ouais. Mais je suis plus lucide et je suis moins paniqué aussi. Donc, ça, c'est le vrai maror. Ouais. Et ce maror, ouais, va déboucher sur le coréen, le sandwich, comme vous dites très, très justement, le sandwich. Ouais. Donc, le sandwich, alors, c'est le même topo. Donc, on prend, encore une fois, donc les 20 grammes de la matzah pour le korer. Ouais. Alors j'ai oublié de vous dire aussi, dans le Maroc, on doit le badigeonner de charoset, toute la surface, pas qu'un bout. Ouais, de façon à ce que de façon homogène, on ait sans arrêt, non pas le goût sucré du charoset qu'on adore, ouais. L'ersatz du Nutella à l'époque, nous on se faisait des tartines comme ça, ouais. Mais c'est juste pour comprendre qu'il faut toujours garder le goût du Maroc, de l'amertume de la salade, ouais, des endives. Comment? Alors ça c'était pour rappeler l'idée du sang. Ouais. Le vin était... Dans le vin, carrément? Non, la recette, c'est du vin. Kharosset, il y a du vin. Du vin dans les prenez la kharosset, il la mélange avec du vin, oui. vous trempez le maror. Exactement, tout à fait. Parce qu'en fait, ça évoque, il y a toute la demande dans Psachim, elle explique ça évoque quoi? Ça évoque le sang, le vin. Voilà. Et cette pâte-là rappelle un petit peu l'enduit, le mortier, l'enduit, le ciment, ouais, les gens qui travaillent dans le ciment, ouais. Voilà, c'est le maror. Maintenant, korer. Donc là, on fait le fameux sandwich. Donc je vous rappelle que le sandwich, ça va être... Alors, d'où ça vient en fait? Il y a marqué dans la Torah Al-Matzot Umrorim Yufleu. Donc quand même, ça devait être mangé Al-Matzot Umrorim. Avec des matzot et du maror. Et on ne sait pas si c'est séparé ou c'est ensemble. Donc en fait, on fait séparer maror et matzah d'un côté et maror de l'autre. Puis après, on fait ensemble pour respecter tous les avis. Le fameux sandwich de Hillel. Alors c'est quoi l'idée symbolique qui est derrière ça? C'est que la matzah, j'ai oublié de vous dire aussi très important, toutes les coupes de vin se font accoudées, toutes les matzot se font accoudées, sinon on rebelote. Ouais. Ouais, même surtout les matzot, ouais. On rebelote, ouais. Donc accoudé, alors c'est quoi accoudé? Pour de bon, on passe sur de l'air. Ouais, prenez, je sais pas, un siège avec un dossier, mettez un vrai coussin, détente, canapé si vous voulez, peu importe. Ouais, mais il faut vraiment avoir une sensation de liberté. Ça, c'est donc le Corée. Alors le Corée, c'est génial, c'est quoi? C'est que la matzah, c'est liberté. Ouais. La matzah, c'est liberté. Ouais. Mais si tu n'as pas de coussin, quelque part, ça devient l'esclavage de te mettre comme ça. Ouais. Fais attention, ouais. Il ne faut pas que ce soit une tannée. Ouais. Donc, il faut trouver le bon. Alors, le Corée, c'est le sandwich. Matzah, symbole de la liberté. Maror, symbole d'amertume. On est bon jusque-là? Bon. Maintenant, les réunir ensemble, c'est quelque part être capable d'incorporer dans ma trajectoire spirituelle tout le maror de mon existence. Je réhabilite le maror de mon existence. Vous comprenez un petit peu? Par exemple, un bonhomme a vécu dans le quart-monde. Voilà. Il a vu dans sa vie que des dégénérescences humaines, des métiers bizarroïdes, type trafic de drogue, proxénète, prostituée. Ouais. Il a vécu ça dans sa vie. Ouais. Un homme fait tchouva.
Je sais pas comment, tac, il arrive à Paris, il finit à Bnei-Brak, imagine, ouais. Super tchouva, un bon juif comme ça, ouais. Il est évident que ce bonhomme, il faut que tôt ou tard il sorte de Bnei-Brak pour retourner à Sao Paulo dans les bidonvilles, pour essayer d'expliquer aux gens que c'est un monde délirant. Parce que si c'est pas lui qui le fait, c'est pas le bonhomme qui est natif de Bnei-Brak qui pourra le faire. Il n'y a que celui, c'est parce que tu as le droit de te poser la question. Il n'y a pas que la légitimité, ça veut dire. Si le bon Dieu, il fait que tu finis ta vie à Méhacharim, ouais. Alors, il aurait pu très bien te faire naître à Méhacharim. C'est quoi ce chemin complètement détourné, ouais. Peut-être que tu as quelque chose à faire là-bas. Il n'y a que toi qui peux faire ça, pas que légitimité. Il n'y a que toi qui est capable de comprendre ce qui se passe dans l'individu. Parce que tu as vu comment ça fonctionnait. Tu as vu comment fonctionne la dépravation. Tu as vu comment fonctionnent les dégénérescences humaines. Tu as vu comment fonctionnent les problèmes d'addiction. Il n'y a peut-être que toi, une fois que tu as un bon bagage, qui pourra aller retourner sur les lieux du crime. Ouais. Ça, c'est le point. Ça, c'est le principe, le korer. C'est-à-dire, il y a du maror, c'est un maror objectif, le monde du Coran, mais il peut être rédimé, ce monde aussi. Il peut être aiguillé. On peut créer une école pour ces gens, ouais. Et ben, ça qu'on attend de toi. J'ai une question. On dit que quand on a fait tchouva, s'il y avait des fautes, il ne faut pas se les rappeler. Alors, c'est rien, quelqu'un qui mange du porc, il ne faut pas redire ah, je mange du porc, non. Ouais. Alors, c'est quoi le bon équilibre? On ne peut pas les rappeler à quelqu'un. Ah, pas les rappeler à quelqu'un, mais se les rappeler. Alors, pas forcément non plus parce que ça plombe. Okay. Ouais, et puis ça nous met un petit peu les pieds dans le cambouis. Mais si je suis passé par ça, c'est que j'ai peut-être quelque chose à explorer pour expliquer aux gens pourquoi il ne faut pas. C'est l'idée. C'est essayer de. En fait, c'est mettre un vecteur à une force. Une force. C'est pas rappeler et rebondir dessus. Exactement, je rebondis. Ouais, exactement. Ouais. Par exemple, il y avait un gars de Vilna. Un jour, il a vu, je ne sais pas par où, je ne sais pas, à un moment, il marchait, puis il y avait une fenêtre qui donnait sur une maison close. Et dans cette maison close, il y avait un feuge qui était là-bas et qui avait tellement bu qu'il dansait, qui se défoulait, quoi, tu vois, complètement dans le. Et je crois que le gars de Vilna, il a dit comme ça, il a vu que le bonhomme, il avait une énergie incroyable. Il a dit, quel dommage, une telle énergie, qu'elle ne soit pas dans l'Akdoucha. Il aurait pu s'imaginer, c'est pourri là, ce qu'il fait, enfin, il est dans un endroit pourri, comme il est. Non, il a vu chez lui surtout le potentiel d'énergie colossale. Tu mets ça dans la Torah, tu vas exploser là-bas. Là, quoi. C'est comprendre qu'en fait, le monde n'est que l'énergie, comme dirait Einstein. Quoi. Ça veut dire, après, c'est le vecteur que tu mets, comment tu rentres les choses. Ouais. Mais il y a un point. Donc en fait, si toi, tu es né là-bas, si tu as connu ça, c'est qu'on t'attend spécifiquement là-dedans. Alors, pas tout de suite. Puis il y a les gens qui balbutient, qui commencent à peine de commencer, ils veulent changer le monde, ils ne sont pas équipés pour ça. Mais une fois que tu as eu cet équilibre à l'intérieur de toi, tu peux retourner sur les lieux du crime et essayer de faire quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle, une fois qu'on a fait le korer, on peut enfin dresser la table. Ouais. Ça veut dire que, c'est quoi dresser la table? C'est l'assise de l'existence. Tu passes à table, c'est-à-dire que tu es assis. Tu peux déguster l'existence. Ça, c'est Shulchan Aruch. Ouais. Une fois qu'on a fini de manger, ça fout. On a encore faim, ouais. Il nous reste encore la dernière bouchée. Alors, est-ce qu'on tient bien le compte là? On avait motzi, un kazaït, matzah, un kazaït, korer, un kazaït. Maintenant, il ne nous reste plus que safoun, qui s'appelle la fameuse afikoman. Donc, après 35 minutes de spéléologie pour aller récupérer. Attends 2 secondes. 3. Maintenant, on a l'afikoman. T'as oublié korer? Ouais, d'accord. Alors, l'afikoman, il y a un kazaït au nom du Korban Pessah, en souvenir du Korban Pessah. Bah, tu ne pouvais pas savoir. Et Mishnah rajoute un kazaït pour le Korban Chagia, mais c'est le Khumra. Donc 4, c'est très bien. 4, c'est très bien, d'accord? Le Khumra, on peut être marié, mais tout le monde n'a pas besoin de. Donc oublie ce que j'ai dit. 4. Ouais, 4, c'est le ticket gagnant. 4 kazetim, 4 verres de vin, 4 kazetim. Encore une fois, rebelote. On passe à 20 grammes. D'accord? Et là, on va manger cette afikoman. Et après quoi, on n'aura plus le droit de manger quoi que ce soit pour rester avec le goût de l'afikoman. Jusqu'à quand? Jusqu'au petit déjeuner, mais évidemment, on peut boire par contre. Boire quelque chose qui ne sera pas du soda, du style coca, parce que ça va dénaturer le goût de la matzah. Mais tout ce qui est thé, pas trop aromatisé, eau gazeuse, détente. Donc tu peux prendre ton. On évite la coupe de fruits après. Ah, tu peux pas. Ouais. Il n'y a pas de coupe de fruits, exactement. Tu restes avec cette bouchée. Comment? On se lance dedans, après. Pourquoi tu penses dedans?
Ah, d'accord, oui. Oui. Ah, tu dis le fluocaril risque de gommer le goût de la. Ouais, d'accord, donc c'est pas du fluocaril, mais ça va être le liquide vert, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, le dentifrice de Shabbat. Bref. Orbite, merci. J'étais dans une autre orbite. Alors d'accord, donc c'est la dernière bouchée. Maintenant, Tsafoun, la pensée juive derrière, Rabotaï, la pensée juive derrière. Tsafoun vient de Matzpoun. Matzpoun, ça veut dire la conscience. Ça veut dire quand tu es passé par toutes ces étapes, ouais, et que tu as connu l'assise de la vie, de l'existence, alors là maintenant tu peux aller, si tu veux, inspecter toutes les parties les plus profondes de ton être. C'est le monde de l'inconscient en deux mots. Tu peux, à partir de maintenant, être capable de saisir ton mode de fonctionnement. Ouais. D'où ça vient? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu peux pénétrer ces zones qui sont tellement riches de notre existence, qui gouvernent tellement de choses chez nous, mais qui sont tellement dures à pénétrer. Ouais, c'est Tsafoun, la dernière bouchée. Maintenant, une fois que tu es passé par cette stade, le 12e stade, Barer. Ça, c'est ce qu'on appelle le Birkat Amazon. On fait le Birkat Amazon. Je vous ai passé les cosses, hein, les verres, donc il y aura 4 verres de vin. Pour les Sfaradim, n'oubliez pas qu'on fait bracha que sur le premier et sur le troisième, pas sur le 2 et le 4. 1 et 3, pas sur les 2. Les Sfaradim font à chacun des brachot. Maintenant, Barer, Birkat Amazon, ça c'est la bracha de la vie. La bracha de la vie, c'est lorsque tu es arrivé à cet équilibre en question. Et quand tu es dans la bracha dans la vie, alors, il ne reste plus qu'à faire le Hallel. Hallel, ça veut dire louer Hachem, donc tu peux chanter. Ça chante en toi. Et une fois que ça a chanté en toi, Nirtza, ouais, c'est le bouquet final, c'est Hachem agrée toute ta démarche magnifique. Et ça, c'est un petit peu l'équilibre de l'individu. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, les 15 étapes. Alors vous avez compris que ça ne va pas se faire en un CDR ni en 2 CDR. Ça se fait dans une vie, mais ce qui est très important, c'est de comprendre. Ouais, de comprendre. Alors regardez, j'ai initié le cours en vous donnant ce verset que vous pouvez faire confiance en Hachem, et tellement parce qu'il béka Hachem Tsurolamim, car c'est avec le chiffre 15 qu'Hachem fait la jointure des mondes. Alors, lorsqu'on vient dire que la structure du monde c'est 15, de la jointure est 15, et s'il y a 15 étapes, ça veut dire que dans chacune de ces étapes, ne crois pas que tu es un banni du bon Dieu. Dans chacune de ces étapes, même si tu n'es pas encore arrivé à ton équilibre, tu peux avoir un lien avec Hachem. Ça, c'est le point essentiel de Kadesh, Okras, Kapas, ainsi de suite. Vous comprenez ou pas? D'accord? Ça, c'est le point donc, au niveau de la Gada. Retenez bien tous les points halachiques. Vous avez en plus l'enregistrement pour vérifier. Et voilà, donc je pense que je t'ai tout dit au niveau halachique. On peut manger des fruits avant de manger la ficomane ou pas? Ce que tu veux. On peut manger un dessert. Ouais. Mais après, le dernier bouchée, c'est la ficomane. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Maintenant, attention, il ne faut pas être bourré pour manger la ficomane. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il faut garder de la place, ouais. Maintenant, regarde, autre point important. Comment? La ficomane qu'on mange parce qu'on est rassasié. Oui, mais il faut avoir encore de la place, quoi. C'est pas ce qu'on dit. Non, mais je crois que ça veut dire, je vais vérifier, mais je crois que ça veut dire que, ouais, il y a une différence entre être rassasié et être achilagassa. Quand tu bourres. À la soirée, ça veut dire, est-ce que c'est une fois que tu es rassasié ou bien c'est ça qui va te rassasier? C'est le dernier membre qui te rassasie, à la sova. Je suis pas sûr que ça veuille dire que je suis déjà rassasié et je vais manger encore. J'ai l'impression que ça veut dire que c'est ça qui me rassasie. À vérifier, peut-être, tu as raison. Mais je me rappelle, Nechel à la sova, ouais. Zecher les. Ouais, Nechel. Le Kohen Pessar était Nechel à la sova, peut-être. Ouais, je sais pas. D'accord, ok, peut-être, Yecholiot. Ouais. Donc, en tout cas, on peut manger après. Maintenant, j'ai oublié de vous dire qu'il faut la manger de préférence avant Chatzot. Donc, ça donne actuellement Chatzot, c'est 1h54. Avant minuit, le minuit des heures juives. Ouais. Donc, avant 1h53. Ouais. Parce qu'en fait, ça parle, quoi. Il y a 3h du matin. Ouais, toujours, ouais, je sais. Et après, donc, toute la partie Khadgadia, Shira, Shirim et tout ça, c'est après, c'est Nirsa, c'est le code final. Voilà un petit peu la rétrospective de tout le CEDER. Ouais. On a encore 3 minutes. Alors, on entame le début du CEDER, vous vous rappellerez. Ça commence par Alach, donc en fait, on a l'habitude de montrer la matzah. Ouais. Petite parenthèse aussi, je vous rappelle au niveau halachique. À un moment, on va montrer les grands ingrédients. Ouais. Et ça, matzah au Maroc. Alors,
Matzah zou shanachlu ochlim. On doit la montrer. Ouais, maror zou. Le Pessah, donc lorsque vous aurez grillé ou je sais pas quoi, chacun a sa tradition, vous ne pouvez pas le lever. Ah bon? Pas le lever. On le montre sans le lever. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a l'air que tu as fait un sacrifice et tu n'es pas Yerushalayim. C'est dit Michel, d'accord? Donc juste une petite parenthèse. Donc, on peut exhiber la matzah zou, mais le truc, pas le préciser dans la main, juste une petite précision. J'ai tout dit au niveau halachique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on peut, parce que je me rappelle, mes parents, ils ont coupé dans le papier alu. Eh ben, tu découvres. Ouais, comment est-ce qu'ils faisaient ça? Mais ils faisaient, tu sais pourquoi? Parce qu'ils mettaient dans le four, c'est tout. Pour le récupérer ensuite. Je crois, c'est pas mystique. Je crois pas que ce soit mystique. Ah, pour récupérer après. Non, pour le porter. Ah oui. C'est tout. C'est juste pour le passer à l'air les mains pour le. Exactement. Je crois pas qu'il y a un truc cabalistique particulier, quoi. Donc. Comment? Moi, ma grand-mère, elle faisait pas dans le papier alu parce qu'en Algérie, avec le papier alu, en En 62, non, je crois pas. Non, même en France, il n'y avait pas, je crois. Ben voilà, donc. Le papier alu, c'est après, et même le plastique aussi. Rapidement, rapotaille. Al-Akhma Ania, voici l'Akhma, le pain Ania de misère. Dit Achlo Abatana, que nos pères ont mangé Be'ara des Mitzraïm dans la terre d'Égypte. Kol Dirfin était Veichol, toute personne qui est dans le besoin yété, qui vient Veichol, qui mange. Kol Ditzri était Veifsar. Et toute personne qui est dans le besoin yété, qui vient Veifsar et qui fasse Pessah. Ashata Acha. Nous sommes ici, les Shana Abba Be'ara d'Israël. On sera en Égypte, en Israël, pardon. Ashata Avde, cette année on est esclaves, les Shana Abba, Bene Chori, on sera des êtres vivants. Plein de remarques là-dessus. Je voulais juste vous attirer l'attention sur ce point. Voici le pain de misère que nos pères ont mangé Be'ara des Mitzraïm en terre d'Égypte. Question qui est posée évidente est que en fait, quand tu regardes la matzah, tu l'as mangée pas en terre d'Égypte, littéralement. Quand est-ce qu'on a mangé la matzah? Matzah zo al-shum al-shum shelo ispik batsekam shelo avotenu b'Mitzraïm. Pourquoi on mange la matzah? Parce qu'en fait, on voulait faire du pain, puis Hachem a dit non, on fait fissa, on sort rapidement, et donc on se retrouve avec de la matzah. D'accord? Donc, littéralement, on aurait dû dire voici la matzah qu'on a mangée en sortant d'Égypte. Ouais. Alors, Abu Draham, maître du Moyen-Âge, dit non. En fait, il y a un paradoxe assez incroyable, c'est qu'en fait, en Égypte, on mangeait déjà de la matzah. C'est pas un pain nouveau qu'on a découvert en sortant. On mangeait de la matzah pendant 210 ans, parce que c'est un pain qui est rentable et pratique lorsqu'on a une carrière d'esclave. Parce que d'abord, quand tu fais de la matzah, ça met moins de temps à brûler. Donc économie de charbon. Ouais, d'énergie, c'est une force aujourd'hui. Ouais. Deuxième chose, économie de stockage. Ça prend moins de place. Troisième chose, tu peux la conserver, parce que le pain, rapidement, il devient rance. Donc on a exactement 3 avantages à minima, plus il paraît que c'est très nourrissant et très digeste. Alors vous allez me dire, c'est bizarre. Sauf que nous, c'est pas, on mange la matzah, c'est qu'on fait un bombardement de matzah. Alors on ne peut pas s'étonner que... ouais. Donc, normalement, il y a beaucoup de régimes à partir de matzot dans le chol, en l'année. Donc, il y a 4 raisons qui expliquent pourquoi nous mangeons de la matzah. Ouais ou pas? On a mangé de la matzah. Maintenant, évidemment, quand pendant 210 ans tu as mangé de la matzah, tu aspires à mieux. Tu aspires à quoi? À prendre du pain. Il n'a pas te lever. Ouais, comme nous à la Mimouna, quoi. Ça veut dire les gens ils sont comme des oufs pendant 8 jours, ils n'ont pas mangé de pain. D'un coup, ils deviennent les queues dans les boulangeries cachères le matin à 8h après la fila. Mais c'est la folie, quoi. C'est le rationnement de la pomme, c'est pas possible. Ouais. Comme des fous, un pain au chocolat, ça t'a coûté tellement cher. C'est tellement ça te manque, ouais. Bon, voilà. Alors nous, 210 ans, pas de pain, bam, on a enfin du pain magnifique. Et ironie de l'histoire, et que beaucoup disent non, la matzah, parce qu'on n'a pas le temps. Puis d'un coup, cette matzah, on va la manger à côté parce qu'en fait, elle est symbole de liberté. Ça veut dire que ce qui était le symbole par excellence de l'esclavage, chose qui nous faisait rendre presque, devient en l'espace d'un instant le symbole de la liberté. Comment est-ce possible ça? Élément de réponse, les choses n'ont aucun sens
Nous sommes les seuls maîtres du sens des choses. C'est toi qui décides si une situation donnée s'appelle la mort ou s'appelle la liberté. C'est tout. Ça dépend avec quelle optique tu regardes les choses. Il n'existe pas de quelque chose de bien en soi ou de mal en soi. C'est le regard que tu portes sur les choses. Ouais. La richesse est-elle une bracha? Réponse. Pour la plupart des gens très riches, c'est une klala. La richesse est une klala, une malédiction. Ouais. La plupart des gens très riches, ouais. Je ne dis pas riches, ils se sentent mieux les riches, mais les gens très riches, c'est une klala. C'est une klala. Ouais. Ça, c'est donc, si vous voulez. Maintenant, la pauvreté est-elle une klala? Ça dépend. Ouais, ça dépend. Il y a des personnes qui arrivent dans leurs difficultés. Je ne dis pas l'indigence, mais je dis la pauvreté, qui arrivent avec des gens profondément équilibrés, profondément performants, profondément plein de choses. Ouais. Donc, en fait, ça dépend comment tu regardes les choses. Chaque chose, ouais, c'est toute la théorie de la résilience finalement, quand on réfléchit, mais chaque chose dépend du regard que tu portes sur lui. Et si vous voulez, c'est le premier message quand on va parler de liberté cette soirée. Si tu veux devenir libre, ne viens pas importer les modèles de liberté des autres, les symboles classiques de liberté. Ouais. Il y a peut-être une liberté que tu ignores qui ne provient pas des symboles classiques du bonheur et de la liberté, mais qui, en fin de compte, peuvent être pour toi une véritable liberté. Parce que d'éminemment personnel, ça c'est le premier message en subliminal qui est marqué dans cette évocation de la matzah. Kol, dirti, vitevirol. Pardon, cette matzah qu'on a mangée, je m'arrête là. Je vais peut-être passer à la. Si tu peux l'envoyer aussi, ça m'intéresse.